on va poser la même question. Bardi, tu as choisi un genre... le canevas est assez traditionnel dans la linéarité, etc. Et en même temps, il est assez différent de ce que tu as fait avant. On est plus dans les couleurs à l'eau, quelque chose de différent. Oui, on a beaucoup joué sur les émotions, en fait. On a beaucoup joué sur les émotions. Parfois, il y a de textes que m'ont donné mes scénaristes, que j'ai sucrés. Et à la place, j'ai utilisé des dessins, des couleurs pour faire passer d'autres émotions que cela. Et parfois, il y a de textes qui sont assez forts. Et c'est un peu atténué grâce à la beauté, par exemple, du paysage ou à des choses comme ça. Et c'est comme ça que la scène qui se passe où on a demandé, il y a une discussion entre justement ces gens qui sont arrivés et qui parlent du bien des colonisateurs, et l'autre qui est ces types, cet aristocrate finalement, Mercier, qui arrive et qui, pour lui, vraiment, il vient pour combattre les Kaiser. Donc il ne vient pas pour autre chose. C'est vrai pour le micro. Il ne vient pas pour autre chose. Et là, on voit que la conversation, ça se passe devant un joli coucher de soleil. Et c'est ça qui est bien. Et là, ils se disent vraiment, vraiment de vérité. C'est vrai que quand les gens regardent mes planches, ils ne voient rien parce qu'il n'y a pas de texte. Donc, je travaille comme un tableau et les textes, je le remets après. Donc, je ne laisse pas de vide pour mettre les textes. Donc, je couvre les dessins. Donc, profitez-en bien parce que sur l'album, il y a les textes dessus. Donc, j'ai voulu juste cette page ici, très rapidement, sur justement cette approche qu'il y a eu entre... Merci beaucoup. Voilà. Entre ces gens-là qui étaient déjà là, ces militaires, ces officiers, et celui qui vient d'arriver, qui, au contact d'Alexis Livingston, donc, il commence à se poser d'autres questions. Alors là, on lui dit, lui, il s'appelle Mercier, et les autres, là, lui disent, si, on lui dit, tu vois, Mercier, il y a aussi du bon chez les Allemands. Et lui dit, ah oui, dis pour voir. Ben, par exemple, au Rwanda, les Allemands ont fait les choses rationnellement. Ils ont compté les têtes de bétail qui possédaient les nègres. Plus de 10, t'es Tutsi. Moins de 10, t'es Hutu. Et hop, c'est terminé. Au moins, ils ne s'emmerdent pas à vouloir nuancer un peu comme les nobles en Europe, quoi. C'est déjà un premier pas vers la civilisation. Et lui répond, tu vois, Horta, il n'y a qu'un problème, c'est que les nobles, on a fini par leur couper la tête. Merci, tu pètes un câble ou quoi? Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. De toute façon, en arrivant ici, nous, les Européens, on a dû tout inventer. Avant, il n'y avait rien. Ces pays n'existaient pas il y a 30 ans. Une création européenne. Les nègres devraient être reconnaissants au roi Léopold d'avoir inventé ces pays. Et lui, comme ça, Goguenard répond, oui, tu as raison, je connais ce sentiment de reconnaissance, je l'éprouve à chaque fois que je croise un Anglais. Quoi? Je ne comprends pas. Eh bien, quand je vous attends, je pense que nous devions être éternellement reconnaissants à la reine d'Angleterre d'avoir inventé la Belgique, un pays qui n'existait pas au début du siècle dernier. Voilà. Vous avez ce genre de réflexion. Excellent. On pourrait peut-être accueillir quelques questions. On a encore un bon quart d'heure pour échanger. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on continue. J'ai peut-être une question pour tous les trois. Quel est pour le rôle de l'image dans ce discours finalement qui éclaircit, qui va chercher à éclaircir un passé qu'on connaît encore très mal parce que surtout du côté belge on l'a refoulé, et vous pratiquez un genre qui permet manifestement de trouver un langage adéquat pour le faire. Je pense que vous pouvez aussi attirer l'attention du public grâce à l'image, mais c'est un terrain difficile, l'image, parce que moi je trouve, vu de l'extérieur, que elle permet de concrétiser les choses, mais comment sortir d'une vision exotique
des choses à travers la pratique de l'image. Quel est un peu votre regard sur votre propre pratique? Évidemment, on n'est plus à l'époque de Tintin au Congo, mais il y a quand même une autre forme d'exotisme véhiculé, qu'on le veuille ou non, un peu à travers l'image. C'est vrai, quand tu arrives aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, tu dis, tiens, il y a Tintin au Congo. On te dit, oui, ça continue. Maintenant, c'est Louis au Congo. On dit souvent ça. Je ne sais pas si c'est Louis Michel. Hein, mais je crois qu'il y a des choses à voir dans votre question. Il y a le côté tout bêtement technique. Et puis, il y a le côté de l'approche émotionnelle, si je peux me permettre ainsi. Pour le côté technique, c'est vrai qu'on n'attire pas une mouche avec du vinaigre, quoi. Donc il faut toujours trouver les moyens de faire venir les gens par déjà quelque chose d'attrayant. Vous savez que pour moi, en tout cas, je considère que la couleur, par exemple, rien que la couleur déjà, c'est un peu à la bande dessinée, c'est que est la musique au cinéma. Par exemple, quand on montre, ben voilà, vous êtes en train de suivre un film, et puis à un moment comme ça, il y a une musique particulière. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tu attends, non, c'est un chat qui passe. Waouh, l'émotion, j'ai eu peur. Et ça, vous pouvez arriver à les faire passer avec la couleur. Les rouges, les jaunes, les côtés un peu... côté un peu morbide de vert, un vert bleu comme ça. Et tout. Donc ce sont en fait des émotions que vous arrivez à distribuer à des circonstances. En tout cas, c'est mon cas. Et parfois, on associe aussi des objets. On associe des objets à des choses et tout ça. C'est très important. Par exemple, je ne connaissais pas cette bande dessinée, la bande dessinée de Nicolas. Là, quand je lisais comme ça, la chasse, c'est quelque chose de banal. Tu vas là, tu tues un cerf, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Mais tu vois que tu tires sur un cerf, il agonise, et tu es obligé de le finir. Waouh. Quelque part, il y a quelque chose d'émotif qui arrive là. Toi-même, tu es traqué, tu es dans une forêt où tu te caches, et là, tu veux te nourrir, tu tires sur un animal, l'animal est à terre, et râle. Et toi, tu es là, tu dois l'achever. C'est très dur. Ça a l'air de rien. C'est comme aujourd'hui. Avant la guerre, c'était la guerre, on avait peur, on se disait, oh là là, je vais tuer quelqu'un et tout ça. Bon, c'était parce que tu étais en face de quelqu'un, tu devais faire un combat corps à corps et des choses comme ça. Aujourd'hui, la mort, c'est rien, c'est des statistiques, quoi. Tu es chez toi et puis, bon, ben, avec ta cigarette, tu es en train de piloter ton... Comment est-ce qu'on appelle ça encore, les petits trucs, là? Les drones, là. Tu vois, ouais, chérie, tu me mets des glaçons sur le truc. Bam, tu as tué autant de gens à l'autre bout du monde, quoi. Et c'est ça aussi ce qui se passe. C'est que ces émotions-là, c'est vrai, quand tu mets quelque chose comme ça, tu dis, on a tué quelqu'un. On a tué combien? Il y a eu 80 personnes seulement. Aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que il n'y a plus cette émotion qui apparaît. Mais tu es là devant, tu as quelqu'un qui est là, qui est en train de râler. Tu dois l'achever. Parce que c'est ta mission. C'est ce que tu t'es dit que tu vas faire. Ben là, tu as devant toi quelqu'un comme toi qui va mourir. Donc, c'est à partir de ces genres de situations que tu dois maintenant essayer d'équilibrer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que quelqu'un regarde comme ça et dit non, c'est trop dur, il ferme les livres, ou tu dis qu'il doit continuer quand même. Donc, tu dois trouver les moyens pour le maintenir encore là, quoi. Et je crois que c'est tout bêtement technique. Ouais. L'Afrique, c'est l'émotion. L'Afrique, c'est la violence. L'Afrique, c'est les couleurs. L'Europe, c'est l'intellect. C'est le cartésien. Vous voyez un peu la grille de lecture qui est sous-jacente à ça. Mais ce n'est pas tellement ça. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc là, les problèmes, c'est beaucoup plus nuancé. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est gris foncé, c'est gris clair. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que la chose qui se passe, c'est que
quand on parle de statistiques, quand on parle de choses comme ça et qu'on ne le voit pas, c'est facile à dire, mais quand on est devant le fait, quand on est là devant un fait comme ça, tu vois, tu es là comme ça, tu vas au Kip, je sais pas quoi, tu te manges ton truc, ton petit poulet et tout le marché, ça va. Mais tu es là, tu dois d'abord commencer par tuer les poulets, quoi. Merde, tu tues la poule. Tu dois tuer la poule, donc il est là comme ça, il était là, il n'y a pas de seconde, il passait comme ça, et là tu l'attrapes, tu l'amènes, tu sors ton couteau. Bon, il n'y a pas de télé, mais c'est pas grave, les terroristes font pareil, mais tu vois, tu te coupes cette tête, et après tu le mets sur la table, c'est dur. C'est dur, les gens mangeraient autrement. Si on doit suivre les choses, comment ça doit se passer. Et je crois qu'il y a des raccourcis, qu'on essaie de trouver pour qu'on ressente quand même l'émotion, mais en même temps, on va faire quand même que ça soit assez supportable pour qu'on aille jusqu'au bout du bouquin quand même. Ouais. Ça, c'est une approche tout simplement de la manière de raconter, je crois. Oui, puis il y a la censure aussi quand même, l'autocensure. Enfin, je veux dire que ça paraît évident qu'on ne va pas montrer une scène horrible. Enfin, si, il y a des gens qui le font, hein, mais là, c'est pas le but non plus, en fait. Donc, une façon de raconter ça prête pas au récit quelque part. Non, absolument. Bon, ça rentre dans le micro, parce que les gens se disent, c'est une bande dessinée qui se passe 14-18. On rentre là-dedans, on ne voit pas la guerre. On voit quelque chose de relation entre deux êtres. C'est ça aussi ce qui est intéressant. Mais on subodore. On sait que c'est dans la guerre. On sait qu'il y a des choses. On sait que c'est horrible. Bon, c'est quand même autre chose que la guerre des Tardis, par exemple. C'est différent. Où il y a des trucs dehors. Et par contre, moi, je suis désolé du terme, mais c'est un peu de la pornographie d'avoir mis plein d'animaux sur la couverture. Parce que c'est genre, tiens, c'est l'Afrique, il y a plein d'animaux, quoi. Donc, allez, on met des animaux. Mais j'ai choisi de les mettre orange quand même. J'ai dit à mon éditeur, ouais, tiens, c'est un peu trop pornographique ton truc. J'ai pas trop envie de. Désolé du terme, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc là, c'est un choix aussi éditorial et ils savent très bien ce qui fait vendre aussi. Donc, c'est pas pour rien que tu parlais de la couleur. Moi, je trouve ça super intense. Je trouve que ta métaphore est très belle. Et que, oui, encore aujourd'hui, il y a des éditeurs qui veulent pas qu'on utilise de silence, qu'il n'y ait pas de silence dans des BD, quoi. Genre, alors que ça paraît un truc évident, au cinéma, il y a des silences, il y a des moments de calme. Et parfois, non, les BD, on rentre dans une mécanique qui est oppressante. Et là, je le vois bien dans mon nouveau projet. Là, il essaye à tout prix que ça soit on roule en Chevrolet à du 320 à l'heure toute la BD. Et c'est un peu genre, wow, calme. À propos du côté pute, hein. Ça, par exemple, quand on regarde la couverture, ça fait penser à Out of Africa. Donc, c'est une de là aussi. Comme ça attire tout de suite. Barli Barouti, quand vous parliez tantôt de rendez-vous manqués entre les Belges et les Congolais, moi je me demandais s'il y avait aussi pour vous, peut-être c'est une question aussi pour tous les trois, un filtre culturel. À savoir par exemple entre les Flamands, la Flandre et la Wallonie. Parce que moi je m'intéresse un peu plus aux romans du côté flamand. Et il y a quand même beaucoup de témoignages dans les années 50 et 60 dans la littérature. Alors pas ailleurs, je pense, ou pas de la même manière, mais des écrivains comme Gerards, comme Walschap, qui vont justement thématiser aussi cette relation d'amour entre blancs et noirs. Alors comment est-ce que vous voyez ça se fait que peut-être que c'est ce segment de la production culturelle qu'on ne l'ait peut-être pas encore intégré dans le dialogue belgo-congolais? Moi, je crois, ça c'est vraiment ma conviction, je suis sûr qu'on a fait sciemment que ça reste comme ça, qu'on n'en parle pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, parlons par exemple de métissage. Pourquoi on a fait que les gens, ils sont arrivés, on a demandé, on a encouragé les gens de ne pas amener les femmes là-bas parce que c'était dangereux. Évidemment, je pense qu'ils sont bien éclatés. Et il y a eu des enfants. Ces enfants, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, maintenant, vous pouvez aller chercher sur le net, sur la toile. Il y a eu des orphelinats qui ont été faits où on se disait, on ne va quand même pas laisser
Parce que c'était des enfants aussi des abbés et tout ça, hein, parce qu'il ne fallait pas le dire, mais bon. Il fallait le mettre quelque part. Parce que, bon, il y a eu quelqu'un qui a dit qu'il y avait même des gens qui se disaient, attention, il y a un peu de notre sang là-dedans. Ça peut amener à la révolution ou à quelque chose et tout ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà de le mettre ailleurs et, si possible, de le séparer de leur famille, de leur maman. Et il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés ici, qui sont devenus adultes ici, qui vivaient dans des familles d'adoption, ainsi de suite, qui essayent maintenant de retrouver leurs racines. Et c'est très difficile. Il y a beaucoup de déchirements, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je crois que ça, c'est tout l'aspect, tout bêtement, tout l'aspect politique de la chose. Et qui voudrait que, bon, voilà, ok, nous sommes des êtres différents, c'est tout, il va falloir les faire paraître comme ça. Et il y a eu des gens qui ont insisté pour essayer d'avoir leurs enfants et de les amener, leurs enfants métis. C'était pas facile du tout. Ils étaient ici, ils étaient considérés aussi comme des gens pas bien, quoi. Ça ne se faisait pas, c'était pas politiquement correct. Et je crois que aujourd'hui, la démarche que nous faisons aujourd'hui, ça réveille des choses. C'est vrai qu'en Flandre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, donc je m'arrête seulement déjà sur Livy Horis, je crois que c'est les trucs de son oncle, je crois. C'est terrible de dire, ok, je brise la glace, je parle de ce que je veux. Parce que ça, on ne le disait pas, on ne pouvait pas le dire, on ne devait pas le dire. Ce n'est pas important que ça reste comme ça. Et je crois que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le couvercle est levé, voilà. Et il va y avoir encore pas mal d'autres choses, et ce n'est que justice, et c'est bien pour tout le monde. Oui, ben, je pense que c'est avant tout une question démographique et sociologique. Hein. Si on prend la colonie, ce qu'on appelle le monde colonial, il est réduit à une peau de chagrin en Belgique, c'est-à-dire le ministère, les sociétés, donc le holding de la CCCI, et les missions. Alors, si on prend les cadres, principalement, les cadres sont francophones, comme l'est la Belgique jusque dans les années 50. Donc, quasiment tous les gouverneurs généraux sont francophones. Tous les ministres des colonies sont francophones. De surcroît, il y a un consensus dans la société belge. La colonie ou les colonies restent la chasse gardée des missions. À part 2 ministres des colonies libéraux et un ministre des colonies socialistes, tous sont issus du PSC-CVP. Par conséquent, lorsqu'il faut envoyer soit des colons, soit des missionnaires, soit des agents subalternes, eh bien, le vivier se trouve, pour une question sociologique, pour une question démographique et pour une question idéologique, se trouve en Flandre. Dans le bassin wallon, il faut rappeler que ceux qui revendiquent une scission du pays, un régionalisme avancé, c'est bien la Wallonie qui, elle, est riche avec ses bassins industriels. Il suffit de penser au syndicaliste liégeois André Renard qui appelle à une scission de la Belgique. Pourquoi ? Simplement parce que les syndicats, et notamment la FGTB, refusent des transferts sud-nord. Donc ceux qui partent, ceux qui n'ont pas d'emploi, sont principalement en Flandre à l'époque. Et donc, du côté wallon, si on emploie le terme, la colonie n'a attrayé que peu de personnes en tant que sous-ordre, agents subalternes ou missionnaires. La mémoire, c'est bien ce que Bobby Coppens avait fait, On the Congo, c'est du côté néerlandophone, parce que du côté francophone, il y a très très peu de colonna. La véritable mémoire du côté francophone, c'est la Seconde Guerre mondiale, où on crée un nouveau mythe, avec une Flandre qui collabore, une Wallonie qui résiste, une Flandre qui est catholique et royaliste, une Flandre qui est socialiste et républicaine. J'ai une question pour Nicolas Pitts et Barney Barouti par rapport à votre éducation respective et peut-être les différences de génération. Alors pour Nicolas, est-ce que donc c'était ton premier ouvrage, est-ce que c'est né d'un projet de fin d'année ou Non, pas du tout.
J'avais fait d'autres bandes dessinées avant, dans une maison d'édition qui a fait faillite. Du coup, c'est dommage. Et ouais, je parlais déjà aussi un peu de l'Afrique. Donc oui, mais on va dire que c'est mon grand premier. Ça simplifie la question. Barney Bahouti, je me demandais quelles étaient les relations entre le Congo et la Belgique au niveau, enfin dans le monde plus petit, au niveau du monde de la bande dessinée professionnelle, et tes expériences donc à Angoulême et dans les studios Hergé. Il faut dire que quand je suis venu sur mon stage au studio Hergé, par exemple, il y avait déjà un Congolais qui était passé par là, qui s'appelait Mongo Cissé, qui a beaucoup travaillé avec la coopération sur l'image justement des Tintins. C'est parce que c'est bingo en ville, et on montrait les personnages qui suivaient une ligne vraiment sur le bienfait de la coopération. Moi, quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y a eu ça. J'étais presque le protégé, si l'on veut, des Bob de Mort. Parce que quand on allait dans le milieu de la bande dessinée, je ne comptais pas, quoi. Je ne comptais pas, parce que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais amener, rien du tout. Et surtout, on voudrait bien que je fasse bien, que je reste bien dans ce qu'on appelle la bande dessinée africaine. Parce qu'en Afrique, c'est pas mal pour un Africain, enfin, tout ce que tu veux. Donc, c'était ça d'un côté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'à un moment, j'ai bien voulu me distancer un peu de tout ça, en essayant de partir. Je crois que je l'ai ici, je ne l'ai pas. Voilà, non, c'est là. Que j'ai commencé la série Mandrill, par exemple, qui est une bande dessinée qui se passe. Il n'y a rien d'africain là-dedans. Bon, c'était une série noire, mais oui, mais ça n'a rien à voir. Mais donc, il n'y a rien d'africain là-dedans, il n'y a pas de personnages africains, il n'y a rien. Pour montrer que bon, je suis d'abord auteur et que je ne réunis pas mes origines, mais bon, je suis d'abord auteur, il faut me prendre comme tel. Si ce que je fais n'est pas bon, vous me dites que ce n'est pas bon, ne pas me dire c'est pas mal pour un Africain déjà. Et voilà, donc c'est ce qui se passe un peu. Et je crois que des relations, et pourtant des relations que nous avons avec la Belgique auraient pu favoriser ça. Parce que moi, j'ai grandi avec les journaux Tintin, parce que je pense que bien après la colonisation, ça a bien continué dans la coopération. La main mise là, un peu comme ça, dans les écoles et dans les paroisses où on allait, partout, c'était Journal Tintin, c'était Journal Spirou. Donc, à ce titre-là, on est pareil. Donc, je connais tout. Voilà. J'ai même connu Bruxelles à travers Quick et Flip. Que voilà, c'est pour vous dire à quel point. Moi, je suis arrivé ici, j'avais déjà une trentaine d'années. Donc, voilà, je ne suis pas quelqu'un. Les gens, quand ils me voient aujourd'hui, ils croient que je suis quelqu'un. J'étais ici, j'ai grandi ici. Non, pas du tout. À telle enseigne que j'ai même eu. Bon, je vous parle un peu de ça, mais c'est vraiment des secondes. Quand j'ai sorti la série Mandrill, j'étais maintenant au tome 2. On avait quelque chose ici. On a fait un salon, mais c'était éphémère, au cinquantenaire. Et là, comme d'habitude, donc les auteurs arrivent dans l'après-midi. Donc il y a déjà des gens qui sont là, qui attendent pour les dédicaces et tout ça. Nous, quand on arrive, j'avais à côté de moi, à droite, j'avais Arnaud, à droite, hein. à gauche, j'avais Petit Luc. Et il y avait des fils là, qui étaient là, des gens qui attendaient. Et il y avait quelqu'un qui était devant, qui avait Mandrill tome 1 et tome 2. Il avait ça comme ça et il attendait. On arrive, évidemment, on se parle, on sort tout ce qu'on a comme crayon, on le met en truc et tout ça. Les autres commencent à dédicacer. Les gars qui est devant moi attendent. Bon, alors, il y a eu des gens qui étaient derrière, quand même, qui me connaissaient parce qu'ils avaient acheté les tomes 1 et tout, qui commençaient à trouver un peu, ils commencent à se les faire, Barley, les autres qui commencent, et lui, et moi je suis là, quoi, bloqué par ces types-là qui avaient les trucs et tout ça, et je les regarde comme ça, et puis à un moment, je lui dis, écoutez, vous voulez une dédicace? Il sourit comme ça, et puis voilà. Ah, là, je commence à comprendre. Et Petit Luc, il dit, mais non, lui, il dessine aussi, hein, il dessine bien et tout ça. Bon, il rigole et tout.
Puis il est passé, je crois, 5 minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. Et à un moment comme ça, il s'épanche très poliment. Il dit, excusez monsieur, est-ce que Barli Baruti sera là? Sûrement, il me prenait pour un Italien, tu vois, spaghetti, ceruti, tout ça. Et moi, je dis, bon, attendez, si vous voulez que je vous fasse la dédicace, je vous le fais, quoi. C'est moi, Barli Baruti. Et qu'on l'épée comme ça. Et puis, il voit que je suis sérieux. Il arrête de rigoler. Il me dit, mais excusez-moi, c'est vous? Oui, c'est moi. Voilà. Donc, c'était assez terrible parce que bon, il n'avait pas l'habitude, quoi. Il a lu, il a dit qu'évidemment, il commence à me faire des éloges. Ah, j'ai beaucoup aimé le tome 1 et tout. Merci et tout. Et après, il y a eu un malgache qui est venu, qui arrive comme ça. Il a suivi un peu la scène. Il dit, ouais, studio comme ça, tous ces blancs, ils prennent. Moi, je suis très content que mon frère et tout. Bon, je lui fais la dédicace. Et puis après, j'ai dit. Quel nom? Parce que moi, je sais à son frère. Il m'a sorti un nom. C'était quoi ça? Ramadato Kasaradon. Pardon, ça s'écrit comment? Et les types étaient là parce qu'il attendait aussi la dédicace des petits. Il a commencé à rigoler. Ah, vous êtes des frères. Vous êtes des frères. Vous savez comment écrire son nom et tout ça. Bon. Bref, c'est des choses comme ça. Donc ça vire très vite si vous n'avez pas le sens de l'humour. Très vite, vous pouvez être vexé. Mais bon, voilà, on est habitué depuis que tu étais au Congo. Hein. Et on va finir sur une note humoristique et je vais remercier encore les artistes et tous ceux qui étaient présents ce soir. On peut continuer autour d'un verre. Vous êtes vraiment les bienvenus à participer et merci encore au Point Culture. Oui. Peut-être que je vais pour la désannonce. Je crois que tu travailles sur un album. Tu peux en parler comme ça. Moi, j'en parle aussi pour la suite. C'est vrai. Après, il faut acheter. Quoi. Il faut acheter. Ok, instant pub. Je travaille sur un album qui s'appelle Montana 1948, qui est tiré du roman Montana 1948. Et voilà, ça sera publié aux éditions Sarbacane. Voilà. Et ça sort Ça sort en octobre 2016. Ok. Voilà, moi je suis sur un autre one-shot qui va sortir au mois de février, toujours chez Glénat. Et ça s'appelle Chaos debout à Kinshasa. Donc c'est un album d'une centaine de pages aussi. Et ça parle de la période, ça se passe à Kinshasa, entre Kinshasa et Harlem, autour du combat Mohamed Ali Foreman. Donc ce qu'on appelait le combat du siècle. Mais ça parle du combat bien sûr, mais pas beaucoup. Mais ça parle plutôt de relations qu'il y avait entre justement le côté soviétique et américain en Afrique centrale. Voilà, et ça sort au mois de février. Courez chez votre libraire, comme vous entendez.